Bonjour à tous. Bienvenue à la Maison du Sport français pour cette journée européenne des fondations organisée par le CFF, le Centre français des fonds et fondations. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne, puisque cet événement est retransmis en direct et qu'il est aussi enregistré. J'invite tout de suite Madame Brigitte Henriquez à nous rejoindre, présidente du CNOSF, et qui nous invite donc aujourd'hui dans cette Maison du Sport français à ouvrir cette journée européenne des fondations. Madame la ministre, chère Valérie Fournéron, mesdames et messieurs, chère Riyad également, chère Marie Barsac, mesdames et messieurs, les liens sont de plus en plus forts avec les fonds et les fonds d'action, avec le mouvement sportif et ses acteurs. Et j'aime autant vous dire que je m'en réjouis. Ce lien fort est essentiel. Et on sait tous ici qu'il doit se développer encore dans les prochaines années pour faire en sorte que, pour toutes et pour tous, le sport ne soit pas simplement une finalité, mais bien un levier pour améliorer notre société et par là même l'humanité, avec ce mieux vivre ensemble. Que ce soit en termes d'inclusion, de mixité, de performance sociale, nous avons tous à nous rejoindre sur ce point commun. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui dans la Maison du Sport français dans laquelle je vous accueille bien volontiers, afin de montrer comment cette volonté commune que nous avons est de pouvoir apporter quelque chose de différent à la société, dans notre volonté de rapprocher à la fois le monde des entreprises et celui du monde associatif dans toute sa diversité. Et on voit bien aujourd'hui que pour nos acteurs du mouvement sportif, j'ai envie de dire, il devient de plus en plus difficile de venir solliciter les entreprises comme avant sur le format de demander du sponsoring, de la panoptique, mais on voit bien le lien important qu'il doit y avoir aujourd'hui avec les fonds et les fondations pour justement transformer les partenariats qui étaient les nôtres, notamment sur ce format-là. Je suis convaincu que les intervenants prestigieux de cette journée auront l'occasion d'illustrer mes propos. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il paraissait évident pour nous de vous accueillir ici, et je suis vraiment très heureuse de célébrer avec vous cette journée européenne des fondations. J'en ai évoqué déjà deux mots, mais c'est vrai que le modèle économique des fédérations, que ce soit des clubs ou encore du mouvement sportif, mais même du CNOSF, est un enjeu majeur aujourd'hui. Et nous devons construire un nouveau modèle économique pour nos fédérations, pour nos clubs, en tenant compte de leur diversité et de leur spécificité. Et en fait, cette transformation économique, eh bien, c'est l'axe 4 de notre programme politique qu'on construit avec les présidents de fédérations et les territoires, et sur lequel nous travaillons déjà depuis plus d'un an. Et nous allons rendre très prochainement publique l'étude qu'on a pu faire sur tous les modèles économiques de l'ensemble de nos 109 fédérations. Parce que j'aurais peut-être dû commencer par là, vous dire que le mouvement sportif, c'est 109 fédérations, c'est 36 fédérations olympiques, 40 fédérations non olympiques, 9 fédérations affinitaires et 5 fédérations scolaires et 13 membres, plus tous les territoires avec nos organes décentralisés que sont les comités départementaux et les comités régionaux olympiques et sportifs français qui nous permettent aussi d'avoir un maillage territorial très fort. J'ai la chance d'avoir du coup un vice-président en charge de cette thématique-là, en la personne de Sébastien Poirier, qui est président de la Fédération française de motocyclisme et qui fait donc partie de mon bureau exécutif, tout comme Éric Tanguy, le président de la Fédération de volley, et Gilles Herbe, le président de la Fédération de tennis de table. On voit bien que dans ce nouveau modèle, en fait, on doit vraiment se réinventer et trouver des nouvelles typologie de ressources économiques, et on voit bien à quel point les fondations sont appelées aussi à jouer ce rôle majeur. Je pense qu'on doit aussi parler de l'avant-Covid et de l'après-Covid, et on voit bien qu'aujourd'hui, pour les entreprises, il est important de pouvoir s'engager et de donner du sens dans leur partenariat, notamment en termes de RSE. Ça tombe bien parce que justement dans le sport et dans ce que permet le sport, que ce soit, comme je vous le disais, l'inclusion, mais aussi l'éducation, le développement durable, la mixité, tout ce qui peut y avoir, finalement, ce sont des choses sur lesquelles nous nous rejoignons. Donc, ce qui est certain, c'est que ces fondations, elles ont bien démontré toute leur pertinence pour décupler les énergies des acteurs du sport dans un très large spectre, que ce soit du haut niveau, on le voit bien notamment avec la fondation du sport,
et le soutien aux athlètes, mais aussi au développement de la pratique et des clubs fédérés, en passant par l'impact social de l'activité sportive. La Fondation du sport, présidée par Thierry Bréaillard, est née d'une volonté du CNOSF et d'autres fondateurs de démultiplier ces liens entre le sport et le développement de la pratique comme un élément fédérateur de santé publique bien sûr, d'éducation, de développement durable, je vous l'ai dit, de cohésion sociale aussi, c'est important. Et à cet effet, permettez-moi de rendre hommage à Henri Sérandour, qui a présidé les destinées du CNOSF, et à André Auberger, qui je rends aussi également hommage, qui nous a quittés il y a peu de temps, qui furent à la fois pour Henri Sérandour, bien sûr, le président, et pour André Auberger, le trésorier. Et leur vision, leur investissement, qui date de longtemps, sans eux, cette fondation n'existerait pas. Aujourd'hui, la pierre angulaire de l'accompagnement de nos sportifs de haut niveau, c'est plus de 200 athlètes qui sont soutenus grâce au pacte de performance et le travail réalisé à la fois par Charlotte, Thierry et leurs équipes, et je les félicite et je les en remercie encore. Et c'est aussi cette même fondation qui, en pleine crise du Covid, a lancé le dispositif Soutiens ton club, permettant à des milliers de Français de découvrir une manière de s'engager autrement et d'aider leur association sportive au moment où elles en avaient le plus besoin. Le déploiement de la Fondation du sport français, notamment au plan territorial avec l'appui de l'Agence nationale du sport, est vraiment essentiel pour la vitalité de nos clubs et l'accompagnement des athlètes. Et en créant des fondations elles-mêmes abritées par la Fondation du sport français, vous avez pu voir qu'aujourd'hui, on a la fédération de basket, de tennis de table, de judo, de badminton et encore de handball, qui l'ont parfaitement compris puisqu'elles ont rejoint la Fondation du sport pour se faire abriter. Bien sûr, je n'oublierai pas le fonds de dotation Paris 2024 et de saluer Marie Barsac, que cette fois-ci on n'a pas oublié. Tout simplement pour dire que c'est probablement beaucoup plus que ce qui avait été fait au préalable. Et là, que sur cette table ronde, Marie, vous allez pouvoir beaucoup plus vous exprimer que ce qu'on avait fait lors de notre Assemblée générale. Petit aparté. Ce fonds Paris 2024 apporte un formidable soutien à des centaines de projets et il est parfaitement engagé maintenant. Il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup de projets retenus qui œuvrent pour faire du sport un vecteur de santé, d'éducation, d'inclusion et de protection de l'environnement, et sûrement des projets qui n'auraient jamais vu le jour sans ce soutien du fonds de dotation. Et je suis certaine que demain, tous ces projets pourront permettre de faire avancer notre société. Enfin, pour conclure, tout ça pour vous dire que dans son engagement sociétal, le sport français a plus que jamais besoin de votre soutien. Nous devons aussi nourrir des expériences et des bonnes pratiques d'autres secteurs d'activité, notamment celui de la culture, qui sont certainement plus avancés que nous sur le sujet du mécénat. Et enfin, je pense qu'il est important aussi de valoriser ce que font les acteurs du sport dans ce domaine, et cette journée doit justement être une source d'inspiration pour chacun d'entre nous, afin de faire évoluer cette approche et faire preuve d'innovation. Donc un grand merci à tous et à toutes pour votre présence, et je me réjouis d'avance que nous soyons tous réunis pour faire du sport vraiment le levier incontournable dont on a besoin aujourd'hui dans notre société, et justement grâce au fonds et aux fondations qui continuent d'accomplir ensemble ce merveilleux défi. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne après-midi de travail. Merci pour votre accueil, Brigitte Henriquez. J'invite maintenant Jean-Marc Potra, délégué général du Centre français des fondations, des fonds et des fondations. Merci, Madame la Présidente. Merci de votre accueil, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs. Bonjour, nous sommes très heureux d'être aujourd'hui réunis pour cette édition de la Journée européenne des fondations. Enfin, à nouveau en présence, également à distance avec un certain nombre de caméras qui nous retransmettent en direct sur Zoom, comme maintenant il est un peu de coutume. Merci encore, Madame la Présidente, de votre accueil dans vos murs. Le fait d'être accueillis aujourd'hui dans cette maison du sport français n'est pas anodin pour nous, en cette veille de Jeux Olympiques. Nous partageons avec le sport français et avec le mouvement olympique beaucoup de valeurs, le secteur des fondations, notamment des valeurs humanistes qui nous animent. Peut-être un petit mot sur cette journée, qui est une journée qui est célébrée dans plus de 20 pays depuis 2013 et dont l'objectif est de donner à voir l'utilité des fondations pour la cité. C'est un moment d'ouverture du secteur vers l'extérieur,
pour faire mieux reconnaître votre action, à vous toutes et toutes qui êtes dans la salle, et car je reconnais ici beaucoup de fondations engagées. Bien sûr, nous allons remercier tous les intervenants qui nous font le plaisir d'être ici présents aujourd'hui. Et quelques mots pour vous dire que cette journée marque aussi le lancement d'un livre blanc que le CFF publie pour porter les enjeux prioritaires du secteur des fonds et fondations. Un livre blanc dont il sera à la tribune présenté beaucoup du contenu dans l'esprit, que ce soit l'ancrage dans l'intérêt général, que ce soit la promotion des bonnes pratiques ou encore le rôle d'innovation du secteur, mais bien d'autres. Vous pouvez trouver ces éléments à l'entrée de la salle et en ligne, on vous adressera tous les liens vous permettant de consulter ces documents. Et on parlera avec l'ensemble de nos partenaires, dont certains sont ici présents, et je salue notamment nos amis d'Anne-Micale, des autres actions que nous menons pour un plaidoyer collectif au profit d'une générosité française plus puissante. Voilà en quelques mots, je ne vais pas être beaucoup plus long, avant de peut-être, Edwige, te redonner la parole pour la suite de notre après-midi. Merci beaucoup. Un mot du programme de cette journée européenne des fondations. Le CFF vous propose 3 tables rondes. La première sur le sport, le lieu nous y invite, le sport comme sujet d'intérêt général. Et puis les 2 autres, Jean-Marc Potra vient d'en parler, qui reprennent les enjeux majeurs, les thèmes majeurs de ce livre blanc, qui sont donc la promotion des bonnes pratiques du secteur et puis les coopérations entre l'État, les fonds et les fondations. Ces 3 tables rondes dureront environ 1 heure, un peu moins pour la première, et nous ferons une pause d'une demi-heure vers 18h et puis ensuite à partir de 20h vous pourrez accéder au cocktail organisé par le CFF. Voilà, j'invite du coup les intervenants de la première table ronde, Marie Barsac, directrice exécutive Impact Héritage Paris 2024. Voilà, Charlotte Ferraille, vous êtes déléguée générale de la Fondation du sport français. Docteur Valérie Fourneron, ancienne ministre des Sports, membre de la Fondation Matmut Paul Beneteau, et Riyad Salem, paralympien et fondateur de l'association CAPSA, qui va nous rejoindre également sur cette scène. Voilà, peut-être lui faire une petite place dans le cercle, puisque je crois que Riyad va arriver sur ce côté de la scène. Le sport... Je commence en attendant que Riyad nous rejoigne. Le sport, souvent, c'est un mot. Bonjour Riyad. Bonjour à tous. Quand on dit sport, souvent, on pense performance, on pense sportif de haut niveau, on pense aux résultats de ses joueurs préférés, des buts marqués et puis des événements qu'on va partager en famille ou entre amis devant la télé ou dans des bars ou dans des stades aussi. Et puis on pense aussi au JO, ce sera dans 2 ans à Paris. Et puis on lit aussi dans les pages sport des journaux ces résultats, mais on y parle beaucoup moins, voire pas du tout, d'inclusion, d'innovation sociale. Et pourtant, le sport, c'est ce que nous allons voir, et vous l'avez dit, Madame Henriques, est un formidable levier d'intérêt général. C'est donc le thème de cette table ronde. Et je voudrais, pour commencer tout de suite et qu'on se rende compte de ce dont on parle, que chacune, vous nous donniez un exemple concret du sport comme levier d'intérêt général, pour qu'on sache finalement exactement de quoi on va parler. Charlotte Ferraille. Oui, vous avez des micros ici, si vous voulez vous en saisir. Le sport, effectivement, outil d'intérêt général, puisque si je devais donner un exemple, peut-être que je choisirais celui des sportifs de haut niveau. Quand les sportifs de haut niveau nous représentent aux Jeux Olympiques et Paralympiques, ils portent avec eux le pays, ils portent avec eux un public, et ce public, il se parle, tout le monde se parle à ce moment-là, parce qu'on vit ensemble une émotion que tout le monde partage, qui qu'on soit PDG d'une grande société, qu'on soit ouvrier, qu'on soit bénéficiaire du RSA, on rêve derrière les jeux, derrière les sportifs, et derrière, on a envie d'aller faire du sport dans un club. Le club, c'est un lieu formidable pour la cohésion sociale, c'est un lieu où de nouveau les gens se rencontrent, un lieu où les gens s'entraident, un lieu où finalement
il est naturel d'être solidaires les uns vis-à-vis des autres. Moi, je me souviens, dans mon club, il n'y avait pas de passeport à l'époque. Et quand il y avait des gamins de la cité d'à côté qui venaient nous regarder faire du judo derrière la vitre, j'ai toujours vu mon prof les faire rentrer, leur filer un kimono, les faire essayer la pratique. Et puis si derrière, il y avait une envie de s'investir, un potentiel, c'est la licence qui était offerte. La licence et puis derrière un accompagnement vers la compétition et autres. Et pour ceux qui ont poursuivi, il est même arrivé que les membres du club derrière ouvrent des portes pour des stages, pour des jobs, soit des coachs ensuite pour choisir des études. Ça, c'est la vie de tous les jours dans un club sportif. C'est extrêmement important et ça l'est d'autant plus aujourd'hui, dans un monde où on est sédentaire. Et ça permettra d'embrayer peut-être avec les propos de Madame Fourneron sur l'utilité du sport et des activités physiques dans la prévention de la santé. Merci Charlotte Ferraille pour cette transition. Valérie Fourneron, vous voulez rebondir et nous donner votre exemple du sport comme levier d'intérêt général. Merci Charlotte pour cette transition. Merci aussi à la Maison du Sport Français de nous accueillir et au CSF de permettre d'avoir ces débats cet après-midi animés par vous, Edwige Coupez. Alors, le sport, levier d'intérêt général, je veux dire, à l'évidence, le sport est un puissant levier d'intérêt général parce que c'est un puissant levier de santé publique. Et qu'aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons, où la sédentarité est devenue la première cause décès par maladie non transmissible, où on a 95% des adultes en France qui n'ont pas une activité physique suffisante pour maintenir leur capital santé, où on a 50% de nos adolescents qui aujourd'hui ne pratiquent pas suffisamment d'activité physique et ont des temps sédentaires, 8 heures par jour assis à une chaise, qui sont de véritables drames pour les années qui viennent. Donc on a un diagnostic, et on en reparlera sans doute plus longuement dans cette table ronde, mais on a un diagnostic qui est alarmant. Et on a un outil collectif aujourd'hui qui est sur la table, qui est la pratique sportive, qui est l'activité physique, qu'elle soit dans les clubs où il y a d'autres atouts, comme l'inclusion, comme l'altérité, comme beaucoup d'autres choses, mais il y a tout simplement l'activité physique du quotidien, pour se déplacer, pour jardiner, pour bricoler, pour faire ce que l'on veut, pour aller sortir son chien. Il y a aujourd'hui un enjeu qui est majeur pour le futur de notre pays en matière de santé. Et ce drame sanitaire, qui par certains côtés peut nous rappeler, pendant des années, on a repoussé les sujets de réchauffement climatique jusqu'à ce qu'à un moment donné, comme on dit, on prenne le mur. Ça a été le cas cet été tout de même, et ça se confirme semaine après semaine aux quatre coins de la planète. Et bien, cette prise de conscience collective que nous avons besoin d'avoir une place pour l'activité physique beaucoup plus importante, une société beaucoup plus active dans notre pays, elle est essentielle. Et elle est essentielle, j'en viens à mon exemple, elle est essentielle dès le plus jeune âge. Comme on dit chez nous, on est né pour bouger. Bouger, c'est aussi important que de manger et que de dormir. On est né pour bouger, et donc ce qu'on n'apprend pas jeune, eh bien, on ne le met pas en pratique derrière. Et du coup, il est indispensable de développer dans notre parcours éducatif, oui, on a besoin d'apprendre à lire, à écrire, à compter, mais on a aussi besoin d'apprendre à nager, on a aussi besoin d'apprendre, j'allais dire, à tout simplement bouger, sans forcément parler de performance tout de suite, juste pour un équilibre de capacité physique, d'espérance de vie, mais aussi pour un sujet de bien-être. Et donc à l'école, quand il y a aujourd'hui, grâce au travail qu'a mené Paris 2024, à ce plaidoyer qu'on a porté les uns et les autres, pour moi ça fait des années, pour eux c'est un peu plus récent, mais ils ont été beaucoup plus puissants que nous, hein Marie? Et donc quand on porte ce plaidoyer sur le sport, outil de santé publique, priorité majeure, et que l'on commence à développer dans toutes les écoles primaires de notre pays. Je veux dire, ces 30 minutes d'activité physique tous les jours, c'est non seulement essentiel
pour les enfants en termes de lutte contre la sédentarité. C'est essentiel dans la politique de santé publique, mais c'est essentiel aussi en termes de capacité cognitive. Toutes les études scientifiques et celles qu'on mène avec les fondations en matière de recherche médicale, je pourrais vous en montrer un grand nombre, ont montré que, par exemple, pendant la période Covid, nos élèves de CE2, une étude qui a été menée par Martine Duclos, ont perdu 20% de leur capacité physique. Ces mêmes élèves de CE2 avaient perdu plus de 40% de leur capacité cognitive. Le cerveau, ça marche avec aussi, je veux dire, nos muscles. Et donc, on a besoin de ces temps d'apaisement dans une classe, de ces temps, je veux dire, on partage avec l'autre, de ces temps d'activité physique qui permettent de mieux apprendre. Donc, cet enjeu de se dire que 10 000 classes dans un premier temps, normalement l'ensemble des écoles primaires à la rentrée, 2 heures de plus au collège, eh bien oui. Oui, ce sont des éléments qui sont essentiels pour les enfants, mais beaucoup plus globalement essentiels pour l'ensemble de notre politique de santé publique. On voit arriver le mot prévention. Eh bien, allons-y, allons-y. Donc le sport comme vecteur de santé publique, comme vecteur d'inclusion, de cohésion sociale. Marie Barsac, quel est votre exemple que vous souhaitez nous partager ? Peut-être plus que l'exemple, peut-être dire pourquoi Paris 2024 s'est engagé sur ce volet de l'intérêt général dans le sport. Valérie l'a très bien dit, on a la chance à Paris 2024, parce que c'est les Jeux Olympiques, parce qu'on a un rendez-vous avec notre pays, de pouvoir porter un plaidoyer très fort et d'être écouté par les médias et écouté par les Français. Et donc nous, on s'est dit qu'il y avait plusieurs causes, mais pas tant que ça à défendre. La première, c'est la lutte contre la sédentarité, et Valérie vient très bien d'expliquer notre enjeu, c'est vraiment de faire bouger les Français. Et notre deuxième enjeu à Paris 2024, c'est de faire connaître la capacité d'innovation sociale du sport. Parce qu'en fait, nous, on est tous convaincus sur cette table, on a tous vécu dans le mouvement sportif, on est ici dans la maison du sport français qui l'incarne encore plus. On sait ce que le sport nous a apporté personnellement, mais aussi collectivement dans les groupes dans lesquels on était. Et on a envie de le faire connaître à toute la France. Parce que notre enjeu, c'est qu'au lendemain de 2024, les financeurs du sport, parce qu'il s'agit bien de parler d'argent, quand on parle de fondation, il s'agit de lever des fonds au service de l'intérêt général. Nous, notre enjeu, c'est vraiment de faire comprendre aux financeurs, publics et privés, ô combien le sport est un outil pour relever les défis auxquels fait face notre société. Le sport, c'est utile pour l'éducation. Valérie vient de le dire, c'est utile pour apprendre. C'est utile pour mieux vivre ensemble parce que les valeurs du sport, c'est les valeurs de la République. Le sport, c'est utile pour l'inclusion. Changer le regard sur le handicap, il n'y a pas mieux que faire du sport ensemble et d'avoir des moments de partage. Riyad, peut-être, tu pourras l'expliquer avec ce que tu fais avec CAPSA parce que c'est le cœur de ton sujet. Le sport, c'est utile pour inclure des publics qui sont fragiles. Les réfugiés qui arrivent dans notre pays, il n'y a pas meilleur outil d'insertion que la pratique sportive. Et c'est pour ça qu'on a créé un fonds de dotation, qu'évoquait Brigitte tout à l'heure, pour à la fois accompagner des acteurs qui, au quotidien, œuvrent pour ces sujets-là, pour utiliser le sport dans ces domaines, mais surtout pour qu'on arrive à consolider tous les publics bénéficiaires de ces projets, toutes les actions qui sont déployées, et mesurer l'impact de ces actions pour parler à nos décideurs et leur dire « Alors maintenant, vous allez faire confiance au sport, on n'est pas juste anecdotique, on est essentiel dans la société, vous ne pouvez plus faire sans le sport. » On est un pays où la culture, ça a été très bien dit tout à l'heure, a une capacité forte à lever du mécénat, à parler aux grands acteurs, aux grandes entreprises. Combien de mécènes on retrouve chez nos grands groupes du CAC 40 qu'on essaie aujourd'hui de séduire pour devenir sponsor de Paris 2024 ? Ils font tous des actions en matière culturelle, ils ont tous des actions qui financent des actions culturelles. Nous, dans le sport, on est un peu en retard. Alors, utilisons les jeux pour le faire. C'est tout notre enjeu. Et ce fonds de dotation qui restera en héritage est vraiment là pour ça, pour porter haut et fort ce plaidoyer. Merci Marie Barsac. Riyad Salem, oui, j'allais vous transmettre un autre micro si vous voulez. Et Marie Barsac a fait la transition, décidément vous me facilitez toutes et tous le travail, c'est sympa. Effectivement, Riyad Salem, quel est votre regard, vous, dans votre quotidien qui est pluriel, à la fois en tant que coach sportif, entrepreneur, élu, le sport comme vecteur d'intérêt général, vous le vivez finalement au quotidien dans toutes ces activités? Alors, oui, moi je suis super content que vous soyez tous là, parce que comme l'a dit Marie, le sport est quelque chose, on le voit là, toutes les dimensions dont on vient de parler, que ce soit sur la santé, que ce soit aussi sur la culture. Moi je vais juste parler un peu de... je parlerai après de mon expérience personnelle, mais je vais parler aussi de cette dimension internationale du sport.
Moi, ce qui m'a énormément marqué, c'est de savoir que le mouvement, le CIO, a plus d'adhérents en nombre de pays que les Nations Unies. Et ça m'a interpellé en me disant, mais comment c'est possible? Et de me dire qu'il y a des conflits qui durent depuis des années, et quand on organise les Jeux, je prends l'exemple de la Corée, tous les plus grands diplomates qui ont essayé d'ouvrir les frontières, de faire en sorte que ces deux peuples, qui sont le même peuple, puissent se réunir, avec les Jeux, on a rouvert les frontières, ils ont trinqué, dansé, fait la fête ensemble. Et ça, c'est la puissance du sport. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas. En fait, nous, on regarde le sport de notre petit pays et on a une vision qui est faussée. Quand on voit ce que le monde apporte au sport et ce qu'ils attendent du sport et comment ils l'utilisent, je me dis qu'on a des leçons à apprendre de ces grands pays, qu'on admire aussi. Quand je vais aux États-Unis, au Canada ou même en Angleterre, là, il y a quelques mois, on était pendant l'enterrement de la reine et que je voyais comment les Anglais considéraient le sport. Je me dis qu'on a des choses à évoluer et de voir que nous, on est encore amateurs et qu'on joue contre des professionnels handicapés. Les gars, ils touchent 3 000 € par mois pour jouer au rugby fauteuil. Donc je me dis, il y a quelque chose, il y a un modèle économique à essayer de trouver. Et ce modèle économique, on ne pourra pas le trouver tout seul, donc on a besoin de tout le monde, de tous les acteurs. Après, je vais revenir sur aussi, on parlait de l'association. L'association, on a toujours utilisé le sport comme outil éducatif et pédagogique dans les écoles pour faire accepter la différence, pour faire accepter le handicap. Au tout début, quand on a mis des gamins sur des fauteuils qui n'avaient pas de handicap, on me disait mais qu'est-ce que tu fais? Tu leur apprends à être handicapé? Et non, on leur apprend juste à avoir un esprit ouvert. Et comment essayer de sensibiliser des enfants sur un sujet qui fait peur au reste du monde, du moins dans notre pays. Le sujet du handicap est anxiogène, il fait peur. Mais quand vous jouez avec les enfants, quand vous les mettez sur des fauteuils, quand vous leur transmettez la passion qu'on a, cette peur-là, elle se dissout et ils vous voient autrement qu'en tant que personne handicapée. Ils vous voient comme un autre être humain, l'équivalent d'eux-mêmes. Sauf que, il y a un autre chemin pour pouvoir faire les choses ensemble. Et si on joue ensemble, on peut vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose, ça fait plus de 20 ans qu'on fait nos actions dans les écoles et on voit le résultat. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, on était à l'hôpital Trousseau et on a fait un super bel événement avec Handisport, avec le comité paralympique, avec des athlètes olympiques et paralympiques. Et à un moment donné, on va dans les chambres d'hôpitaux avec les enfants qui sont frappés par le cancer. Et la première chambre, je rentre dans cette première chambre et j'ai un papa qui me dit, on s'est vu il y a quelques mois, on était au tournoi de la Coupe de France de rugby du sport en entreprise. Et on a fait le trophée avec... le trophée de cette Coupe de France est fait avec des roues de rugby fauteuil de notre équipe. Et donc on nous a invités pour rendre hommage à ce premier trophée qu'on a fait. Et ce papa avait fait des photos avec nous, avec son petit loulou de 2 ans et demi. Et ça m'avait énormément touché. Et juste après, il me dit, mais je vous ai rencontré, vous êtes venu dans ma prépa à Ginette, à Sainte-Geneviève, il y a à peu près plus de 15 ans, quoi. Et ça m'a touché parce que ça veut dire... Cet homme-là qui est père de famille, qui est dans un travail, ça l'a marqué, le fait qu'on vienne dans son école. Donc ça, c'est la partie aussi de l'impact qu'on a. Et la chose qui est très personnelle, c'est que moi, je suis né avec un handicap. Et quand vous naissez avec moins quelque chose, votre avenir, il n'est pas dessiné. Et comme tout gamin à l'époque dans les centres de rééducation, on avait... pour les gamins agités, on nous mettait au sport. Pour les gamins endormis, on nous mettait au sport. Donc le sport était un outil vital. Et il y avait aussi la culture. Et moi, j'avoue que j'étais pas du tout un compétiteur dans l'âme. La compétition m'intéressait pas. Mais par contre, ce qui était vital pour moi, c'était de sortir de l'hôpital, de sortir du centre de rééducation. Et le fait de pouvoir vous emmener au-delà de votre petit précaré, de votre chambre d'hôpital, ou de vous faire voyager, de découvrir le monde, ça a été important. Et ça a surtout été important à l'âge de l'adolescence où on se pose beaucoup de questions. Et vous savez qu'on est très fragile à ce moment-là. Et c'était à un moment donné, est-ce que je me tire une balle ou est-ce que je joue avec la balle?
Et donc j'ai fait le choix de jouer avec la balle en sachant pas ce que mon avenir serait, mais juste un truc aussi basique m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Ça veut dire que, comme tu as dit, on a besoin de bouger pour vivre, et le sport, c'est la vie. Et j'ai eu des grandes conversations avec un grand philosophe de l'époque qui était Albert Jacquard, je ne sais pas si vous connaissez, mais lui, pareil, c'était un anti-compétition. Et quand il est venu dans notre club et qu'il a vu ce que ça a apporté aux personnes handicapées de faire du sport, il m'a dit, ce type de compétition, si ça crée de l'émulation, si ça permet de faire grandir les gens, si ça leur permet de vivre, j'adhère complètement. Et c'est ça que le sport offre aujourd'hui. Il offre tout un tas de possibilités à chacun et chacune d'entre nous de pouvoir se construire, de pouvoir vivre. Et dernièrement, là je fais encore un petit aparté sur ma vie privée, mais j'ai eu des petits problèmes de santé. Et je peux vous assurer que si je n'avais pas été sportif, je ne serais pas là sur scène en train de vous parler aujourd'hui. Vous nous avez tous donné des aperçus très divers des domaines dans lesquels le sport peut faciliter de l'intérêt général. Et Riyad et Marie, vous avez employé deux mots qui vont nous faire rebondir sur la suite de cette table ronde. C'est le mot impact et c'est le mot modèle économique. Et vous l'avez dit aussi, Brigitte Henriques, quelle transformation économique pour le monde du sport. Et je voudrais donc qu'on aborde maintenant toute cette notion d'innovation sociale du sport, d'impact, de mesure de cette innovation sociale qui permet ensuite d'aller voir les financeurs. C'est ce que vous disiez, Marie Barsac. Charlotte Ferraille, peut-être, je vous redonne la parole sur cette notion d'innovation sociale. Les enjeux sont très importants et comment est-ce que vous le développez au sein de la Fondation du sport français ? Je crois qu'au sein de la Fondation du sport français, la première chose qu'on fait, c'est de faire confiance aux acteurs. Aujourd'hui, il y a une baisse de budget du sport, il y a une baisse de budget des collectivités territoriales qui font que les clubs, les associations et tout autre acteur qui œuvre pour le développement du sport sont en déficit de financement. Nous, on offre un nouveau modèle économique calqué sur celui de la culture qui s'appelle le mécénat, et qui permet à des gens qui se pensaient souvent sponsors de se dire non, en fait, je ne suis pas sponsor. De la même manière que j'aurais financé un musée, je vais financer un équipement sportif de proximité qui va bénéficier à une population. Je vais contribuer au financement d'un club qui va développer un projet d'inclusion sociale, organiser des job dating ou tout simplement mettre en place des études accompagnées pour ses jeunes membres. Donc ça, ce sont vraiment les éléments qui se mettent en place et qu'on décide de financer. On pourrait se dire qu'on mesure l'impact social pour mieux vendre la question du sport aux entreprises. On préfère l'action, on préfère mobiliser les budgets parce que quand on paye 100 000 euros une étude d'impact, ben c'est 100 000 euros qui pourraient en fait bénéficier sous forme de subvention de 5 000 euros à une vingtaine de clubs. Et avec 5 000 euros, un club, une assoce, elle fait énormément pour le sport. Donc faire confiance, c'est absolument essentiel. Les clubs sont très innovants sur les territoires, sur le terrain, ils savent toujours trouver des trucs. Les associations, c'est pareil. Nous, notre job, c'est plutôt lorsqu'on reçoit les projets, en amont des financements, de pouvoir contrôler, identifier les projets à forte valeur ajoutée, et puis derrière, engager les mécènes de la Fondation pour contribuer à ce financement au même titre qu'on contribuerait dans le cadre de la culture au financement d'un musée, d'un opéra, d'un film ou de toute autre œuvre d'art. Comment est-ce que le sport français est financé aujourd'hui? Il est peut-être bien de faire un petit rappel là-dessus sur la partie publique, la partie privée. Vous parliez de mécénat. Charlotte ou Marie, je ne sais pas qui veut répondre. On va le faire à deux voix. Aujourd'hui, le sport français, c'est essentiellement du budget public. Il y a bien du budget privé sur la question du sponsoring.
Mais je crois qu'il faut faire extrêmement attention, et je parle sous ton couvert, Marie. Le gros du budget du sponsoring, il va sur le sport pro. C'est-à-dire, en fait, le sport qui se regarde, qui est tout aussi important, hein, parce que quand on a un match de Coupe du Monde, à un moment donné, ça crée de l'engagement dans une équipe pro, ça crée de l'engagement dans une commune, ça permet à des gens de se parler, alors même qu'ils ne se parlaient pas, hein, donc c'est essentiel. Mais ce sport pro, il est financé par le sponsoring. Et derrière sponsoring, il y a la question du retour sur investissement. C'est-à-dire, je donne une somme parce que derrière, en donnant cette somme, je sais que c'est un investissement. Je vais gagner plus d'argent sur le moyen, sur le long terme, parce que je vais vendre plus de services, je vais vendre plus de produits. Et puis de l'autre côté, il y a la question du sport qui se regarde, et le sport qui se pratique, pardon. Le sport qui se pratique, c'est un peu la phase immergée de l'iceberg. C'est la partie la plus grosse. C'est la partie qui est fondamentale, parce que c'est là qu'on va avoir les clubs formateurs, c'est là qu'on va avoir tous ces sportifs de haut niveau, justement, qui participent au jeu et qui ne sont pas professionnels, et qui, pour participer au jeu, faire des résultats et s'engager dans un double projet, ben, ils ont besoin de sous. C'est vulgaire, mais ils ont besoin de sous. Riyad le disait, et c'est absolument essentiel. Et quand on parle de cette partie du sport qui se pratique, ben, bien souvent, les acteurs, ils ont comme référence le sponsoring. Puis ils vont voir des boîtes, et ils leur disent j'aimerais bien que tu sois sponsor de mon club. Puis la boîte, elle leur dit ouais, mais moi, je veux bien être sponsor, hein, mais qu'est-ce que je vais gagner derrière? Je ne vais pas avoir beaucoup de visibilité, ça va pas. Je veux bien te faire plaisir parce que ce que tu fais au niveau de la commune, c'est bien, mais ça ne va pas au-delà. Quand on arrive et qu'on a un outil mécénat, eh bien pour une entreprise, ça permet d'avoir un cadre d'engagement. Ça permet de s'engager pour le sport dans le cadre d'un budget RSE, par exemple. Et puis, ça permet aussi de se sécuriser au plan juridique. Parce que là où une entreprise qui était entre guillemets sponsor par charité, à un moment donné, lors d'un contrôle fiscal, finalement, on peut lui dire mais pourquoi tu as donné au club de trucs, qu'est-ce qui justifie cette dépense qui par ailleurs se déduit de ton assiette fiscale? Ben, aujourd'hui, quand on dit voilà, j'ai contribué à la vie d'un club par le mécénat, donc dans le cadre d'une action RSE qui est formalisée, eh bien non seulement on peut mettre plus de budget, mais en plus on peut le mettre de façon sécurisée. Et ça, je pense, et Marie, oui, je te laisse continuer. Oui, ce que tu dis est vrai. Alors, pour répondre à la question, il faut quand même reconnaître que l'argent public, notamment des collectivités locales, est essentiel au quotidien de tous les clubs de France, parce que c'est vraiment elles qui sont les chevilles ouvrières du financement du sport en France, qui sont aux côtés des clubs, et pas seulement les clubs qui sont dans des compétitions de haut niveau et professionnelles, pour les petits clubs. Elles sont là, elles mettent à disposition. En baisse, en tout cas dans ce qui a été annoncé hier, il y a une baisse assez importante. Elles mettent à disposition des équipements sportifs, donc elles assurent l'entretien, la construction. Enfin, c'est vraiment essentiel. On ne peut pas faire de sport sans équipement sportif, et c'est la propriété des collectivités. Maintenant, sur le volet sponsoring versus mécénat, ce qui est quand même une réalité, et pour le coup, Brigitte, pour aller dans mon sens, parce qu'on vient toutes les deux de la Fédération française de football, donc on a connu ça. Les fédérations, elles lèvent du sponsoring auprès du coup de grandes entreprises. Ce sponsoring, il est certes visible parce que ils sont sur les maillots des joueurs. Évidemment, quand on va voir les sponsors, on leur parle des équipes de France, donc de natation, de foot ou ailleurs, mais la réalité, c'est que ça finance le foot amateur porté par la discipline. Ça, c'est quand même une réalité. Nous, on l'a bien vécu au football. Les 15 000 clubs vivent aujourd'hui parce que la fédération est capable de lever du sponsoring auprès de grandes entreprises, et tout ne va pas à l'équipe de France. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas, la réalité, c'est qu'une grande partie de ces financements irriguent en fait tout le sport amateur de la discipline. C'est le cas pour toutes les fédés. Donc on a besoin du sponsoring parce que dans le sport, malgré tout, la culture, elle est très liée au sponsoring. Ce que tu dis, Charlotte, est vrai. On a aujourd'hui un enjeu, c'est ce que j'évoquais notamment avec nos actions de plaidoyer autour de l'intérêt général dans le sport, pour se tourner vers le mécénat comme une action complémentaire et des financements complémentaires. Donc c'est vraiment le sens de l'histoire. Il faut qu'on accélère un peu avec du coup les jeux dans le paysage. C'est ça notre pari à tous. Mais le sponsoring va sûrement continuer, et il ne faut surtout pas jeter l'eau avec le bébé, parce que du bain, ou je ne sais plus comment c'est l'expression, parce qu'on en a quand même encore besoin, et en tout cas le mouvement sportif a largement besoin encore de sponsoring. On aura besoin des deux. Il y a besoin
besoin des deux, il y a besoin du budget des collectivités, il y a besoin du budget de l'État, hein, parce qu'à partir du moment où le sport est d'intérêt général et le sport reste un service public, c'est-à-dire quelque chose qu'on consomme pour un prix inférieur à son coût de revient, pour permettre à tous d'en pratiquer, eh bien ça suppose à un moment des financements publics, du mécénat, mais effectivement le sponsoring c'est extrêmement important et c'est pour ça aussi que les joueurs de foot ils ont une responsabilité énorme parce qu'effectivement ce sont eux la contrepartie qu'on offre aux sponsors, mais derrière cette contrepartie on finance des choses très très bien et très très importantes, hein, donc sujet très important. Mais voilà, se dire qu'on a un vrai plaidoyer à faire auprès des entreprises pour distinguer les deux modes d'engagement auprès des acteurs du sport de manière à augmenter le potentiel de financement de l'innovation sociale dans le sport. Et vous évoquez le mécénat d'entreprise qui était un petit peu entre les deux et qui pouvait être confusionnant aussi. Oui et non, le mécénat c'est d'un côté les entreprises et la loi autorise aussi 25% de contrepartie, hein, donc la question n'est pas l'absence de contrepartie mais bien la disproportion marquée entre d'une part le don et d'autre part les contreparties. Et puis il y a effectivement le mécénat de particulier et les deux sont tout à fait complémentaires. Merci. Sur le mécénat d'entreprise, c'est intéressant ce que vous dites parce que là, il y a beaucoup à faire et la balle est plutôt dans le camp du sport. On n'a pas aujourd'hui dans le sport une culture d'aller chercher chez le sponsor du mécénat de compétences. C'est-à-dire qu'on a dans le mouvement sportif, les fédérations, mais même nous au sein du fonds de dotation de Paris 2024, on essaye de le faire, on l'initie, on n'a pas encore conclu, c'est-à-dire proposer à des entreprises qui nous accompagnent de mobiliser des collaborateurs sur des missions portées par des clubs, par des structures du sport. Ça, la culture de la fiche de poste idéale pour contribuer à la mission dans le club, c'est pas ça. C'est d'ailleurs le cas sur le bénévolat. Quand on veut aller chercher des bénévoles, ça passe par aussi la formalisation de fiches de poste pour exercer les missions de bénévoles dans le club. On n'a pas vraiment cette culture dans tous les clubs. C'est un travail qui est devant nous. Ça participe aussi au sujet de l'engagement. Comment susciter l'engagement pour formaliser plus de bénévolat, pour aller chercher des publics sur des temps plus petits, parce que le bénévolat n'est pas aujourd'hui le même que celui d'hier. Et sur le mécénat, c'est pareil. Comment on peut proposer des missions en mécénat de compétences à des entreprises. Ça, c'est la balle est dans le camp du sport. Là aussi, gros enjeu pour nous. Valérie Fourniron, peut-être un mot en tant qu'ancienne ministre des Sports, c'est entre 2012 et 2014. Est-ce que vous avez vu la situation évoluer sur le financement du sport, sur ces notions de sponsoring, de mécénat d'entreprise? Est-ce que vous avez une mise en perspective à nous proposer? Je crois qu'effectivement, on est passé un peu d'une ère quand même où les acteurs privés étaient avant tout à rechercher le logo, son nombre de visibilité, le nombre de fois il passait, je veux dire, à la télévision, dans le journal. Et donc, vraiment, on était dans cette recherche avant tout de visibilité. Il y a une étude qui a été faite récemment sur le nom des sponsors maillots des équipes de football professionnelles. Et s'il y a 10 ans, tout le monde connaissait le sponsor maillot de toutes les équipes professionnelles de football en Ligue 1, si j'interrogeais cette salle, je suis persuadé qu'il y a très peu, même si vous n'êtes pas tous des amateurs de ce championnat, il y a de moins en moins de connaissances de ce sponsor maillot. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, on est passé, si je peux me permettre ce raccourci, de l'ère du logo à l'ère du sens. Les entreprises construisent leur raison d'être. Les entreprises aujourd'hui, certaines sont entreprises à mission, certaines, je veux dire, les jeunes qui sortent de nos écoles, je veux dire, cherchent à donner du sens à leur engagement, y compris dans leur entreprise privée. Et donc, on voit cette évolution aussi dans le monde, dans le secteur du sport, où on le recherche, je veux dire, à ne pas être simplement, je veux dire, un sponsor maillot, mais à donner du sens ou à faire vivre derrière une démarche de sponsoring ou de mécénat, à faire vivre un autre message d'inclusion. Et ça, on le voit, je veux dire, dans des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont importants, je veux dire, l'ensemble des mutuelles, elles sont présentes dans le monde du sport depuis toujours, mais on voit bien qu'elles vont aussi s'associer à un message autour de l'environnement,
autour de l'inclusion, autour de la santé publique. On est parti sur un autre message, et ça, je crois que ça fait complètement partie de ce qui est notre environnement actuel, donner du sens à l'engagement, et y compris à l'engagement de l'entreprise. Je crois que le fait d'avoir, pour beaucoup d'entreprises, des fonds de dotation, de participer à des fonds de recherche, là je vois Marion pour la Fondation de l'Avenir, eh ben, il y a derrière des projets autour de la recherche médicale, au cours de l'activité physique, mais qui sont liés à contribuer à l'intérêt général et pas simplement rechercher la visibilité de sa maison, mais contribuer à faire avancer globalement, c'est-à-dire une démarche sociétale. Et c'est pour ça que finalement le sport est un acteur, et les associations sportives sont des acteurs majeurs de l'environnement de l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment, on n'est pas simplement, c'est une association, donc ça appartient à l'économie sociale et solidaire, ok, comme les fondations, comme les mutuelles, comme les coopératives, etc. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça correspond à une organisation du monde sportif qui est une organisation de solidarité, de mutualisation, d'intérêt général, je veux dire de gouvernance. Comme on dit chez nous, un licencié, une voix, c'est pas tout à fait le cas encore, donc on pourrait s'améliorer, mais aussi un sociétaire, une voix, mais aussi, etc. Tous ces éléments qui fondent les valeurs de l'économie sociale et solidaire, le sport y a toute sa place, et c'est une dimension importante par la force de sa vie associative, par la force des emplois auxquels, je veux dire, il correspond, et aussi par cette place qu'il peut prendre dans sa relation avec les acteurs qui le soutiennent ou les acteurs qui s'engagent derrière avec un sponsoring, avec un mécénat, avec autre chose que finalement aller chercher une visibilité. Oui. Passer du sponsor maillot à la quête de sens, c'est ce que je vous entends dire, et l'importance de cette notion d'impact finalement. Riyad Salem, est-ce que finalement il faut surfer sur cette vague des JO pour aller remettre du sens dans l'engagement sportif, notamment à travers l'ESS peut-être? Plus que surfer, il faut vraiment mettre les moteurs à bloc, parce que ce qui est intéressant, c'est que les Jeux apportent une nouvelle philosophie dans l'organisation des Jeux. Jusqu'à maintenant, on ne se souciait pas de tous ces sujets-là. Le fait qu'aujourd'hui, on décide qu'à Paris 2024, on mette 25% des appels d'offres au niveau de l'ESS, c'est quelque chose d'inimaginable il y a quelques années. Le fait qu'on organise les Jeux avec le même comité d'organisation que les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'était quasi impossible à imaginer il y a quelques années. Et surtout même avoir une même identité, le même logo. C'est-à-dire qu'on avance sur des sujets, l'environnement, le social, l'insertion, l'économie, sur tous ces sujets-là, on a un positionnement qui est un positionnement novateur, innovant, qui ne sont pas les positionnements du passé. Parce qu'on prend conscience de ça et on prend des leçons de ce qui s'est passé avant, d'organiser, de construire des stades immenses qui sont vides et qui sont laissés à l'abandon. Ça fait mal au cœur. Même pour nous, les sportifs, on se dit autant d'argent dépensé pour ça, pour rien. Donc voilà, de pouvoir aujourd'hui d'avoir un impact positif. Je ne dis pas que tout est parfait, mais déjà cette prise de conscience, elle est fondamentale. Et en plus, en France, on est très exigeant. Vous savez, on est un peuple où on aime bien critiquer, râler. Donc, il ne faut pas donner de la matière. Et au contraire, il faut embarquer les gens dans ce domaine-là. Moi, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui sur le monde économique avec ESS 2024, moi, je suis bluffé de voir que des petites structures qui n'auraient jamais répondu à des appels d'offres puissent faire des regroupements avec des méga structures, des multinationales, pour répondre et apporter une solution environnementale ou sociale. Je trouve ça juste magique, quoi. Donc il y a un vrai sujet. Alors parce que quand on parle de financement par le mécénat, il y a plusieurs types de financement. C'est-à-dire qu'évidemment il y a un peu qui pourrait s'assimiler à du sponsoring, mais en même temps souvent c'est compliqué pour des petites structures de trouver la frontière. Ça, je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai cadre pour accompagner, parce qu'au final on cherche toujours l'impact. Mais quand on permet à des gamins d'avoir une occupation, d'avoir une bonne santé, des choses comme ça, c'est un impact indirect. C'est-à-dire que ce qui est très dur dans le monde du sport, c'est
de quantifier le positif. On peut toujours quantifier le négatif. Vous allez dans les quartiers, on a brûlé tant de voitures, il y a eu tant de dégâts, il y a eu tant d'agressions. Mais tant de bonheur, comment ça se quantifie? Tant de bonne santé, ça se quantifie comment? Donc c'est très dur. Et comme on a aussi cette notion maintenant d'impact et de tout ça, donc il faudrait peut-être aussi voir l'impact indirect. Moi, je prends cet exemple-là parce que j'ai connu ça à l'époque avec AXA à tout cœur. Ils nous aidaient sur nos événements, mais ils nous aidaient aussi humainement parce qu'ils nous mettaient des dizaines et des dizaines de bénévoles sur nos événements sportifs. Et ça, c'était une nouveauté pour nous, de se dire, bah tiens, parce que les ressources humaines aussi, c'est compliqué. Nos bénévoles, souvent, ils sont pas nombreux. Donc, comme tu disais, le mécénat de compétences, il y a des solutions. Et ça, c'est vraiment génial. Et souvent, on est obligé de rentrer dans les cadres des fondations, parce que le sponsor classique, en tout cas pour notre mouvement, souvent dans le milieu du handicap, bah, le retour sur image, il est un petit peu, comment dirais-je, c'est un peu de chagrin. Donc, mais quand on dit, bah voilà, on va permettre à des filles où c'est du sport santé, parce que quand on a une personne handicapée qui fait du sport, bah, elle voit moins souvent à l'hôpital, donc il y a un retour pour la société. Quand vous êtes en bonne santé, ça coûte moins aux contribuables. Donc on est obligé d'expliquer des choses qui vont au-delà du sport, qui sont de la vie de tous les jours, pour qu'on puisse nous accompagner. Merci beaucoup Riyad, et je voudrais un mot de conclusion parce que l'heure tourne et on va conclure déjà cette table ronde. Marie Barsac et Valérie Fournéron. Marie Barsac, vous accompagnez, je crois, dans le fonds Paris 2024, justement pour mesurer cet impact indirect dont a très bien parlé Riyad Salem. Tout à fait, on a cet enjeu fort de rendre des comptes en fait de ce qu'on aura fait, de ce qu'on aura accompagné. Le fonds de dotation, je vous le disais, de Paris 2024 donc, a été créé en 2020. Il y a eu 10 millions d'euros d'investis par Paris 2024 à date, ce qui a permis de lever 27 millions d'euros. On a un schéma en fait où on accompagne en cofinancement. On demande à des acteurs de financer dans un premier temps, et nous on vient abonder. Pourquoi? Parce qu'on est dans une logique d'héritage et on veut absolument que les acteurs continuent à financer ce type de projet au-delà de la date de 2024. Donc c'est pour ça qu'on est là en complément. Mais sans notre initiative de départ, sûrement que ces projets n'auraient pas été financés par des acteurs publics ou les fédérations, puisqu'on est ici dans la Maison du Sport Français. Chaque fédération au programme des Jeux ont un programme financé par le fonds de dotation d'innovation sociale par le sport dans leur discipline. Donc ça c'est important. Et donc, c'est 600 projets au global qui sont financés par Paris 2024 et son fonds de dotation. Mais c'est aussi une démarche pour aller chercher des collectivités pour venir abonder sur certains territoires sur lesquels on estime qu'il y a besoin d'y avoir un accompagnement particulier parce que ce sont les territoires hôtes, que c'est dans ces territoires qu'on va demander aux habitants, est-ce que vous avez eu un effet jeu dans votre territoire? Est-ce qu'en Seine-Saint-Denis, un habitant va lui dire, alors les jeux, c'était comment chez toi? Il faut qu'un maximum d'entre eux puissent se dire, ok, il y a eu un avant et un après dans mon territoire. Idem à Marseille, idem à Paris, en région Île-de-France. Donc là, ce sont des acteurs publics qui viennent abonder également. Et puis des sponsors. Aujourd'hui, on propose aux sponsors d'abonder en mécénat. C'était le cas pour la Française des Jeux et sur le volet pratique sportive des femmes, donc accompagner des projets qui développent l'offre de pratique pour les femmes, et pour EDF, le savoir nager. Donc nous, on a 5 indicateurs emblématiques. On en a une trentaine en fait en vrai, en back-office, mais on en suit 5 sur lesquels on va communiquer, qui sont en fait des indicateurs qui correspondent à nos programmes phares. Donc celui qu'évoquait Valérie, les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école, c'est un programme phare, et donc on va regarder la courbe de sédentarité des enfants. On va la regarder en 2024, c'est pas sûr qu'on ait un effet parce qu'il n'y aura eu que 2 ans, mais en revanche c'est la responsabilité de l'État, et ça on a aussi des discussions avec l'État qui s'engage à piloter des études d'impact au-delà de 2024 pour voir l'héritage des Jeux, puisque l'héritage c'est pas au lendemain, enfin au jour des Jeux, ça va évidemment s'évaluer en 2030. L'apprentissage de la natation, en Seine-Saint-Denis en particulier, où on installe des bassins temporaires pendant l'été, on ouvre des piscines fermées pendant l'été pour apprendre vraiment aux enfants à nager, territoire carencé en piscine et sur lequel beaucoup de retard sur les apprentissages de la natation. Les TPE, PME, l'ESS, comment les marchés des jeux ont été vraiment une opportunité économique pour ces entreprises, parce qu'on déploie, tu l'évoquais, des dispositifs dédiés, ESS 2024, où on accompagne en particulier. Là, on veut montrer qu'on a eu vraiment un effet réel sur remporter des marchés par ces entreprises. Ça, c'est quelques indicateurs emblématiques que l'on va suivre, sur lesquels on doit rendre des comptes, et qui vont permettre de montrer qu'on aura eu un impact social par le sport à l'occasion des Jeux.
Et donc on voit bien l'intérêt de mesurer dans le temps, sur un temps long, et c'est là où c'est important justement cette idée de mécénat et d'associer les fondations pour pouvoir travailler dans le temps. Et Valérie Fournéron, je voudrais qu'on termine avec vous sur cet impact indirect dont a parlé Riyad Salem. Et vous m'avez parlé, quand on a préparé cette interview, du coût social de l'inactivité physique. Je voudrais qu'on y revienne parce que là, c'est quantifiable et en tout cas, vous l'avez quantifié. C'est France Stratégie, il y a quelques mois, qui a quantifié en fait l'impact sociétal de l'inactivité physique. 143 milliards d'euros par an, 2 fois le budget du ministère de l'Éducation nationale, avec, pour les personnes jusqu'à 40 ans, les coûts évités si elles ont une activité physique jusqu'à l'âge de 40 ans, c'est un peu moins de 1 000 euros par an. Et pour des personnes entre 40 et 75 ans qui continuent une activité physique régulière, le coût économique est d'un peu plus de 23 000 euros. France Stratégie. Donc, en dehors de ce coût économique, il y a évidemment le coût humain qui est majeur. Et l'on voit bien tout l'enjeu que l'on a à faire régresser ces chiffres. On a bien vu combien 80% des personnes qui ont été en réa pendant notre période de pandémie, 80% avaient un indice de masse corporelle supérieur à 25. Donc étaient des gens trop sédentaires. On a aujourd'hui, et je pourrais multiplier les exemples, on a besoin effectivement, cet impact négatif, on le connaît. Et donc ces enjeux qui sont extraordinaires, de se dire qu'il ne faudrait pas que dans toutes les maladies chroniques, juste je redonne quelques éléments, on a une espérance de vie dans notre pays qui n'augmente plus. 85 ans pour les hommes, 79 ans pour les femmes. Mais on a une espérance de vie en bonne santé qui est simplement à 64 ans, c'est-à-dire 7 ans de moins que dans les pays du nord de l'Europe. C'est-à-dire que nous, on a des maladies chroniques quand on arrive à 64 ans. Ces maladies chroniques, il y en a 12 millions de patients en France qui ont une maladie chronique, au moins une. Ce sont les maladies cardiovasculaires, ce sont les cancers, ce sont les diabètes, ce sont les maladies mentales. Or, sur ces 4 gros groupes de pathologies, l'activité physique est un élément thérapeutique, je dis bien thérapeutique, du parcours de soins, associé évidemment à l'ensemble des autres thérapeutiques. Mais par exemple, je termine par ça et on voit bien tout l'enjeu, le cancer du sein de la femme, qui reste le cancer le plus fréquent, le plus meurtrier, même si on a fait énormément de progrès. L'activité physique dans le parcours de soins, en pleine chimiothérapie, alors que pendant des années, nous les toubibs, les oncologues, les hématos, etc., on dit vous êtes fatigué, il faut rester couché. C'est comme vous avez mal au dos, il faut rester couché. Eh bien non, l'activité physique est un élément qui permet de lutter contre la fatigue et est un élément positif de parcours de soins, documenté sur le plan scientifique de façon multiple. Sur le cancer du sein, c'est environ 30% de récidive en moins quand il y a une activité physique régulière dans le parcours de soins qui est ensuite maintenue dans le reste de la vie, j'ai envie de dire. Et donc tous ces éléments d'enjeu sont absolument majeurs. Et on se dit, avec Marie, avec tous ceux qui nous accompagnent, le collectif pour une France en forme, qui accompagne un peu Paris 2024 sur tous ces enjeux d'héritage santé, puisqu'on a cette preuve scientifique, puisqu'on a environ 59 000, par exemple, cancers du sein nouveaux tous les ans en France, et 12 000 décès encore, il faudrait que ces 59 000 femmes puissent avoir accès dans leur parcours de soins à une prise en charge par l'activité physique. Qu'il n'y ait pas une perte de chance. Et donc, les clubs sportifs se sont structurés. Nos facultés ont formé des éducateurs à pas. Nos médecins, j'ai entendu l'HAS il y a peu de temps dire il faut les inciter à prescrire. Eh bien oui, il faut les inciter à prescrire. Donc il faut les former à prescrire. Donc il faut qu'on organise une prise en charge juste pour cette prescription thérapeutique. Donc il faut qu'on poursuive aussi nos études scientifiques. On est en train de travailler avec la Fondation Matmut Bonbento sur inverser les courbes. Ça veut dire nos collégiens, en ce moment 15 000 collégiens sont testés en France sur leur activité, sur leur capacité finalement physique et leur capacité musculaire. On leur met en place un programme et on essaie de voir si on arrive à les faire progresser. Tout ça, on a besoin de continuer main dans la main, avec les fondations, avec les acteurs de la recherche, pour que ça devienne un élément
du parcours de soins, un élément d'une politique de santé publique, et puis que finalement, ce dont je me réjouis, sans aucune connotation politique, mais dont je me réjouis, pour la première fois, on a un ministre de la Santé et de la Prévention. Alors, allons-y tous ensemble, parce que là, il y a véritablement un enjeu majeur pour notre avenir. Et je crois que Paris 2024 est en tous les cas un moteur pour nous tous, pour pouvoir embrasser ensemble tous ces enjeux. Merci beaucoup.